Bonjour à tous et bienvenue pour cette 13e émission de TechPaf, émission aujourd'hui consacrée à la WWDC, parce qu'on s'est senti obligé de tenir compte du temps de parole, vu qu'on a parlé de la Google I.O., il fallait parler d'Apple aujourd'hui. Donc on va parler de la WWDC, on va quand même parler un petit peu d'Android pour voir les différences entre ce qui a été annoncé par Apple, manque à Android si tu veux, et ce qui manque encore à Apple. Mais on va parler de tout ça après le générique. Voilà, c'était un peu compliqué pour tout le monde, et pour moi et pour la régie. Aujourd'hui, pour parler de la WWDC, j'ai demandé à Romain de m'accompagner. Romain qui est donc rédac-chef de Frandroid, mais qui est également fervent utilisateur de tout l'écosystème Apple. Et oui. En fait, ouais, j'ai les deux, moi. J'aime bien avoir les deux côtés de l'univers. Donc, j'ai effectivement un iPhone et un smartphone Android. Donc, ouais, je connais un peu. Et défenseur aux côtés d'Ulrich de la ligne éditoriale de Frapple. Voilà. Merci à toi d'ailleurs d'avoir suivi la WWDC lundi soir. Donc, lundi, soyons quand même un petit peu plus sérieux. Vous l'aurez compris, on aime bien se chambrer là-dessus. Apple a présenté plein de choses, on s'y attendait pas d'ailleurs, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi touffu comme conférence. On a eu à la fois du software et du hardware. On s'attendait pas à avoir autant d'ailleurs de hardware ni même de software, si je dis pas de bêtises. Non, c'est vrai qu'il y avait notamment au niveau du hardware. Il y avait tout un tas de rumeurs, mais en réalité, comme à chaque fois en fait, il y a les rumeurs, il y a les espérances, et à chaque fois on espère plus de choses et il y a plus de rumeurs qu'il n'y a d'annonces. Et cette fois, bizarrement, effectivement, il y a eu énormément de choses. C'est Tim Cook, dès l'introduction de la keynote, ou du keynote, ça dépend comment on choisit. Apple dit du. Apple dit du oui. En français. Apple dit Ok, donc du keynote, au début du keynote, Tim Cook, le PDG d'Apple, a lui-même précisé que ce serait la plus grande et la plus riche, justement, WWDC jamais connue. Donc, et dont acte, il y a eu effectivement plein d'annonces du matériel et du logiciel. En tout cas, c'était pas la plus grande jamais connue, c'était la plus grande depuis des années. Puisque c'est vrai que d'habitude, on voit iOS, macOS et éventuellement du Mac, mais pas forcément autant de produits. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet avec justement ces annonces matérielles qui nous ont un peu surprises. Et à commencer par l'Apple HomePod. Prononce bien HomePod, je crois, ouais. C'est comme l'iPod, mais pour la maison, si j'en crois Ils ont effectivement repris la marque Pod, qui est donc historique et une référence dans l'univers tech. Et ça n'a pas grand-chose en réalité à voir avec l'iPod, si ce n'est qu'on va le voir, ça joue de la musique. Ce qui est déjà pas mal, puisqu'il va y avoir un peu plus que ça. Donc, vas-y, raconte-nous l'HomePod. Alors, le HomePod qu'on voit à l'écran, non, ce n'est pas un Mac Pro, non, ce n'est pas un pot à crayon, ni rien de tout ça. C'est donc une enceinte connectée. Là, on le voit, il y a 7 haut-parleurs. Non, c'est des micros qu'on voit là. 7 tweeters et un woofer. Voilà, donc il y a plein de haut-parleurs, plein de micros. Et donc, c'est une enceinte connectée qui intègre un assistant virtuel. Donc, ça intègre Siri. Et du coup, c'est la réponse directe d'Apple à des choses comme le Google Home avec Google Assistant. Et à Amazon Echo, toute la gamme Amazon Echo, qui est donc interfacée avec Amazon Alexa. Voilà, c'est la réponse d'Apple à ces produits-là. Ils se lancent sur ce marché à leur tour. Sachant au passage que les rumeurs annoncent une variante créée par Samsung qui devrait arriver dans le courant de l'année, cette fois-ci basée sur Bixby. Donc bon, on attend de voir ce que ça va donner. Pour le moment, on va essentiellement se concentrer donc, sur le HomePod, sur Google Home et sur l'Amazon Echo. Alors déjà, premier petit détail, l'Amazon HomePod a été annoncé à 349 $, là où le Google Home coûte aux États-Unis 130 $ et l'Amazon Echo 180 $. Alors, si ce n'est la pomme qui a floqué dessus, parce qu'on sait que ça a fait doubler les prix, quelle est la supérieure version? Donc c'est là que je reconnais le troll en toi, c'est que effectivement c'est cher, c'est du Apple, donc déjà de base il y a un surcoût, mais ce qui justifie cet écart de prix quand même avec les produits Apple et Google, c'est que c'est une enceinte connectée qui, alors du coup nous on n'était pas sur place, on n'a pas pu l'entendre, mais visiblement c'est quand même une enceinte sur laquelle on peut envisager d'écouter de la musique dans une pièce. Ouais, alors que ce n'est pas tellement le cas de Google Home et Amazon Echo, même les modèles les plus puissants sur le plan sonore, c'est vraiment des enceintes d'appoint, on ne prendra pas de plaisir à écouter de la musique avec ces produits-là. Avec le produit d'Apple,
On peut imaginer vraiment sonoriser quelque chose comme une chambre par exemple avec ça, ou une cuisine. Et même plus que ça, si j'ai bien compris, puisqu'en plus c'est multi-room. Alors oui, effectivement, donc, du coup on parle aussi d'une autre annonce qui a eu lieu pendant la WWDC, qui est AirPlay 2. On n'a pas encore moi perso, j'ai pas encore trop compris les apports parce que le multi-room ça existait déjà avec AirPlay 1 depuis iTunes. D'accord. Certes, ça n'existait pas depuis iOS, mais effectivement cette enceinte est AirPlay 2 et AirPlay 2 donc effectivement permet de jouer de la musique sur plusieurs enceintes. Donc on peut imaginer, si on est très riche, acheter plusieurs HomePod, en mettre dans différentes pièces ou en mettre 2 dans une pièce pour augmenter le son. Et jouer de la musique synchronisée du coup sur toutes ces enceintes dans sa maison. Ça commence déjà à faire 700$ juste pour 2 enceintes, ça commence à faire un peu cher. Ouais. Mais soit du coup on a une meilleure qualité sonore. Qu'est-ce qu'il y a également de plus par rapport au Google Home ou l'Amazon Echo? Est-ce que tu saurais, au niveau technique, hein, j'entends... Sur le plan technique, vraiment en termes d'usage, il n'y a pas grand-chose. Il y a cette histoire de 6 microphones. Et là, on revoit les tweeters qui sont beamforming. Donc le beamforming, on rappelle ce que c'est l'idée qu'on est capable d'envoyer le son ou de le réceptionner en formant un cône plus étroit, donc en rendant plus directionnel le son, que ce soit donc il devrait mieux le comprendre également. Voilà, donc il devrait mieux entendre les instructions. Même si on est à l'autre bout de la pièce, en train de faire la cuisine, de bouger des casseroles, etc. Voilà. Et a priori, il y a plus de chances qu'il arrive à comprendre ce qu'on est en train de lui dire, malgré les interférences sonores, qu'un Google Home ou un Amazon Echo. Si ce n'est qu'il me semble que sur le Google Home, au départ en tout cas, il y avait aussi cette histoire de micro-beamforming, qu'ils l'ont retiré sur une nouvelle révision du Google Home parce que finalement, ils arrivent de manière logicielle à bien distinguer les commandes, les mots du bruit de fond. Donc à l'usage, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai argument. Voilà, Google Home, visiblement, moi personnellement, je ne l'ai encore jamais utilisé, mais il paraît qu'il est assez doué pour bien entendre. C'est le gros problème de ces appareils. D'ailleurs, au niveau de la disponibilité, pour le moment, on a parlé du prix. Google Home et Amazon Echo sont déjà disponibles aux États-Unis et dans différents pays. Pour le HomePod, il sera disponible donc uniquement en anglais, dans un premier temps, comme tous les autres. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie au mois de décembre. Ouais. Ça fait un beau cadeau de Noël à 349€, faudrait y penser. Et dans d'autres pays en 2018, je ne crois pas qu'Apple ait donné On n'a pas de détails, non. Les langues qui vont suivre derrière, non. On ne sait pas. Le secret cultivé par Apple, comme d'habitude. Pour ce qui est de la France, on sait par contre que Google Assistant devrait arriver dans le courant de l'été. Donc on espère que Google lancera son Google Home également afin que l'on puisse en profiter et tirer vraiment parti de ce Google Home chez soi, enfin de Google Assistant chez soi en dehors de son smartphone. Alors, petite parenthèse, on est en live, donc vous pouvez interagir avec nous, que ce soit via le chat de Twitch ou via les réseaux sociaux, notamment Twitter, avec le hashtag, oui, il est par là, TechPaf, que vous retrouvez en bas à droite de votre écran. C'est compliqué. Oui, c'est de ton côté, je te laisse en occuper. Fais des signes de temps en temps, tu montres le petit hashtag, c'est parfait. Et d'ailleurs, on a une première question de G123K30. Microsoft va aussi sortir une enceinte de ce genre, point d'interrogation. Est-ce que tu es au courant? Alors, il me semble qu'effectivement, il y a des rumeurs autour d'un produit Cortana. Et je crois même qu'il y a plutôt que Microsoft voit les choses différemment, enfin d'après les rumeurs, que Microsoft fonctionnerait plutôt sous forme de partenariat. Faut que je me rafraîchisse la mémoire, mais je crois qu'il y a peut-être même déjà un produit qui intègre Cortana. En tout cas, voilà, c'est l'idée chez Microsoft. Ils ont eux aussi leur assistant virtuel, qui est donc Cortana. Et donc, ils sont en mesure eux aussi de faire un appareil similaire. Qu'on peut retrouver notamment sur les ordinateurs sous Windows. Ouais, sur les téléphones, du moins ce qu'il en reste. Et donc, eux aussi, les ordinateurs sous Windows. Eux aussi pourraient faire un assistant comme ça, domestique, une petite enceinte. Mais je crois que ça passera plutôt par des partenariats, donc l'intégration à une enceinte connectée d'une autre marque. D'accord. Et du coup, ces assistants personnels, ils sont capables de faire quoi? Alors Google Home, Amazon Echo, on sait déjà qu'ils peuvent se connecter à Internet, ils peuvent répondre à vos questions, ils peuvent vous sortir des informations, notamment en allant chercher sur Google, excusez-moi, vous posez une question, il vous répond quelle est la hauteur de la tour Eiffel, il va chercher sur Google, il vous donne la réponse directement. Google a beaucoup joué là-dessus, notamment pour l'apprentissage des enfants.
et pour le suivi des personnes âgées éventuellement qui auraient besoin de trouver des informations plus facilement qu'en passant par des interfaces avec un clavier qui sont peut-être plus fastidieuses pour elles. Mais on a également d'autres possibilités, notamment des possibilités de domotique, et il me semble qu'Apple a un peu appuyé là-dessus également. Oui, parce qu'effectivement, là, du coup, on touche vraiment à l'usage, à ce que vraiment les gens vont en faire de ces appareils. Et il y a quand même une grosse différence entre le produit d'Apple et les autres produits déjà existants sur le marché. Et là, on touche du coup à la philosophie d'Apple qui mise beaucoup plus sur le respect de la vie privée que les autres. Faut rappeler en fait que le modèle économique d'Apple n'est pas du tout celui de Amazon ou de Google. Le métier d'Apple, c'est vraiment de vendre des produits. Alors que Google en particulier, c'est de vendre de la publicité à des annonceurs. Donc ils n'ont pas du tout la même approche. Et du coup, la grosse différence, c'est que Apple ne se permet pas de profiler autant que le font Google et Amazon qui vous êtes. Bravo Neokura, merci pour ton abonnement. Bravo. Et du coup, la grosse différence, c'est que Siri, donc l'assistant intégré à HomePod, est quand même un peu moins complet, un peu moins capable de faire des choses que les deux autres assistants chez Amazon et Apple, et du coup, et Google, pardon. Et c'est vrai que du coup, Apple a plus misé sur une chose que HomePod va bien savoir faire, c'est tout le contrôle de la maison connectée. Donc chez Apple, ils ont la norme HomeKit, qui est utilisée par beaucoup de fabricants dans le monde pour des ampoules connectées, des thermostats connectés, toutes sortes d'appareils. Il y a, je crois, une douzaine ou quinzaine de catégories. Compatibles notamment avec les ampoules Philips Hue. Ouais, notamment les thermostats Nest, toutes ces choses-là. Et du coup, un des usages principaux du HomePod, ce sera de permettre de contrôler du coup ses éclairages, son chauffage. Du coup, je ne sais plus s'ils ont précisé la commande, mais probablement il suffira en entrant chez soi de lancer dans son salon dis Siri, allume la lumière de la cuisine ou lève les volets. Et du coup, le HomePod se chargera de télécommander les bons appareils pour que la lumière s'allume, les volets s'ouvrent, etc. Alors, du coup, c'est une possibilité. Du coup, ça me fait venir une question, puisque le Google Home, j'avais vu une présentation, non pas du Google Home en lui-même, mais lors d'un produit Android TV, qui permettait d'interagir via le Google Home, et en fait il suffisait de dire ok Google, change de chaîne, monte le son, et directement par la voix on pouvait contrôler sa télé. Et est-ce que c'est pas là une des limitations que va rencontrer Apple, puisque justement là où l'écosystème de Google et d'Amazon est très ouvert, enfin sont très ouverts les deux, le fait qu'Apple se renferme sur son écosystème, bien qu'il y ait des API, comme on l'a dit, qui permettent aux constructeurs tiers d'utiliser ce genre de choses, d'utiliser Siri et HomeKit pour pouvoir contrôler la domotique, est-ce qu'on risque pas d'avoir une certaine limitation, notamment au niveau des télés, parce qu'à part Apple TV, qui est quand même assez restreint. Ouais. Alors, ta remarque, je la trouve assez pertinente pour les téléviseurs, mais pour le reste, en réalité, avec Google Assistant, si on veut pouvoir interagir sur différents types de produits, ça va rester sur un smartphone Android, son Google Home et la liste des appareils compatibles, des appareils connectés de la maison compatibles avec Google Home. Et chez Apple, finalement, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, effectivement. Si ce n'est effectivement qu'en matière de télévision, côté Android, enfin côté univers Google, il y a un peu plus de choix. On a plusieurs marques qui vont faire des télévisions Android TV. On a aussi des FAI, on a la Nvidia Shield, donc on a un peu plus de choix côté télévision. Alors qu'effectivement, chez Apple, on a vraiment que l'Apple TV. Mais pour le reste, il y a quand même une large panoplie d'appareils HomeKit qui sont compatibles. Et comme chez Google, il faut avoir le smartphone avec iOS, donc rester dans le même univers. De ce point de vue-là, ça ne change pas trop. D'accord. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il faudra vraiment essayer l'un et l'autre en français pour voir comment ils réagissent, puisqu'on se rappelle des tout débuts de Siri qui étaient un peu fastidieux, où en français c'était pas forcément évident d'avoir de grandes interactions avec elle, alors que maintenant on a quand même pas mal de personnes, ne serait-ce qu'à la rédac, qui communiquent régulièrement avec leur téléphone juste par la voix, donc, ce qui montre quand même que Siri a beaucoup évolué. Google Assistant, c'est pareil, apparemment ça marche pas mal en anglais. On a pu l'essayer vite fait en français via Google Allo, en tout cas à l'écrit. Bon, ça marche.
ça marche. Après, mais là, c'est tous ces assistants reposent quand même pas mal sur une intelligence artificielle, sur le machine learning, sur donc le machine learning, la traduction la plus admise, c'est apprentissage automatique. Et donc c'est un peu normal qu'au lancement d'une langue, il ne sache pas trop encore interagir, puisque si tout va bien, il va apprendre au fur et à mesure et au fur et à mesure des usages. Ça, en tout cas, c'est vrai chez Google et il me semble aussi chez Amazon avec Alexa. Du côté de Siri, même si là, justement, la nouvelle version de Siri apporte un petit peu devient un peu plus intelligente et ne fait pas que remplir des conditions, genre si on me pose telle question, je sais répondre ça. Ça, c'était le fonctionnement de Siri jusqu'à maintenant. Siri, désormais, devrait évoluer et justement être un peu plus capable d'apprendre des usages. Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement assez normal, en tout cas au début. Donc à voir avec comment ça va évoluer avec le temps. D'accord. En tout cas, vas-y. Non, j'allais dire de rebondir du coup sur la question de Stuckistic, qui effectivement qui pense que ces choses-là ne se démocratiseront jamais. C'est vrai qu'il y a deux freins. Il y a d'abord le fait qu'il faut que c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule, quoi. Dans un premier temps, ils ne savent pas trop répondre aux questions, donc on n'a pas trop envie d'y recourir parce qu'on sait qu'on a quand même peu de chances d'avoir une bonne réponse. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et puis il y a aussi l'autre frein qui est de s'accorder de se permettre en fait de parler à son téléphone ou à un appareil, une sorte de robot, quelque chose qui n'est pas humain. Ça, il y en a certains qui arrivent à le faire, moi. Il y en a d'autres qui ont un peu de mal à se dire qu'ils vont pouvoir parler à leur téléphone. Après, pour le coup, je me vois plus discuter avec une intelligence artificielle tranquillement lové dans mon canapé quand personne ne me regarde, plutôt qu'avec mon téléphone en plein milieu du métro quand il y a tout le monde qui est autour de moi, qui peut m'entendre. Et Siri, rappelle-moi d'acheter du PQ ce soir en rentrant. Voilà, on peut faire mieux. Donc là, c'est à voir. Le problème qui va se poser, c'est au niveau plus, je pense, du matériel, parce qu'effectivement, on va pas forcément se jeter sur quelque chose qui fonctionne au début qu'à moitié. Et l'avantage de Siri, c'est que c'était sur l'iPhone, que c'était pas la principale option de l'iPhone, que de toute façon les gens l'utilisaient ou l'utilisaient pas, on pouvait avoir un iPhone et garder son iPhone dans la poche, ce qui faisait quand même un parc installé très important. Là, pour pouvoir le développer, il va quand même falloir en vendre quelques-uns, donc il faut voir à l'avenir si ça va marcher, et surtout si les constructeurs tiers vont suivre, parce que mine de rien, c'est bien beau d'avoir des réponses à nos questions Google et d'allumer ces lumières comme ça, mais on a aussi envie d'aller encore plus loin, de pouvoir ouvrir la porte de son garage, de pouvoir gérer son four, de pouvoir gérer son frigo, de pouvoir gérer plein de choses comme ça. Et ça, du coup, il faut que les constructeurs suivent et surtout, il faut que les acheteurs aient envie de se lancer dans ce marché et de connecter leur maison. Parce que pour le moment, même les ampoules connectées, ça fait combien de temps que ça existe, les ampoules connectées maintenant? Ça fait plusieurs années. Au moins 5 ans. Autour de moi, à part vous, quand je dis vous, c'est toi, Julien et Vincent, vraiment des early adopters. C'est ça, ceux qui se jettent sur toutes les technologies qui arrivent par curiosité et qui ont certainement raison parce que c'est très intéressant, mais voilà, ça reste quand même un marché, j'ai envie de dire, de niche, je pense. Ouais. Et qui clairement n'est pas encore mature. Tu parles effectivement des ampoules connectées. Le vrai problème des ampoules connectées aujourd'hui, c'est que on fait pas tellement mieux qu'un interrupteur en fait. Le seul moment où c'est vraiment utile d'avoir une ampoule connectée, c'est l'exemple que tu donnais, quand on est dans son canapé ou au lit et que du coup l'interrupteur n'est pas à portée de main, qu'on a un petit peu la flemme de se relever pour y aller. Mais finalement, c'est pas si souvent que ça arrive. Personnellement, moi, quand je me lance une séance d'un film chez moi le soir, je sais pas, j'attrape un verre d'eau avant de me lancer dans ma séance, donc je suis debout, donc voilà, donc je peux appuyer sur l'interrupteur au moment de m'asseoir. Alors qu'à l'inverse, ça désactive l'interrupteur et tu es obligé de passer par ton application pour pouvoir activer ou désactiver, alors que finalement, tu passes plus de temps à allumer ou éteindre la lumière en appuyant sur l'interrupteur quand tu rentres ou tu sors de la pièce, plutôt que l'inverse pour donc, plutôt que tu sois obligé. Il y a encore du chemin, il faut que ça arrive à maturité, il faut vraiment que ce soit... alors il faut déjà que l'interrupteur continue à marcher, qu'on puisse utiliser les deux, parce que c'est vrai qu'avec Philips Hue, par exemple, si on a un plafonnier branché à un interrupteur, si on coupe l'interrupteur, du coup l'ampoule n'est plus connectée, donc on ne peut plus l'allumer, on ne peut plus l'éteindre, on ne peut plus rien faire. Et c'est vrai que pour le moment c'est un petit peu gadget, on est un petit peu entre les deux phases où tout sera connecté et tout ne l'est pas. Et finalement c'est
C'est les mots qui, je pense, vont conclure cette partie sur ces assistants personnels de maison. C'est un petit peu gadget. Et on va essayer d'avancer un petit peu parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps là-dessus alors que je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. On va avancer avec le deuxième produit matériel qu'on va survoler un petit peu plus rapidement, je pense, présenté par Apple lors de la WWDC. C'est compliqué à dire, Google I.O. c'est tellement plus simple. Encore un avantage pour Google et Android. C'est l'iPad Pro, le nouvel iPad Pro. Donc si j'ai bien compris, sorti en deux tailles, 10.5 et 12... Ouais. Alors en fait, le 12.9 c'est un renouvellement puisqu'il existait déjà, l'iPad Pro 12,9 pouces. Et le 10,5 pouces, c'est d'une certaine manière lui aussi un renouvellement puisqu'il remplace le 9,7 pouces. Alors en fait, on s'attendait, ça pour le coup, les rumeurs en avaient beaucoup parlé, on s'attendait à un iPad, à ce que le 10,5 pouces devienne la nouvelle diagonale pour le 9,7, que ça devienne un iPad quasi borderless. En réalité, le châssis du nouveau 10,5 pouces est légèrement plus grand que celui du 9,7 pouces, mais les bordures se sont quand même affinées sur les côtés. Donc l'écran est, je sais pas, je dis un petit peu au hasard, 30% plus grand et le châssis est 5% plus grand. Donc on a un ratio qui est intéressant. Je dis ça un petit peu au hasard, ça doit être à peu près ces ordres de grandeur-là. Donc lui, voilà, c'est l'une des principales nouveautés matérielles du coup de cette WWDC, donc un iPad plus rapide, et puis qui s'accompagne, je pense qu'on va y revenir après, avec iOS 11 de tout un tas de nouveautés, qui se rapproche du coup, qui devient beaucoup plus productif, on peut plus créer, faire de choses avec. Effectivement, on parlera de la partie logicielle un petit peu plus tard, mais est-ce que tu peux nous parler vite fait des améliorations matérielles qui ont été apportées, notamment au niveau de son écran? Il me semble que c'est une petite tuerie. Oui. Ça c'est vrai que ça c'est un gros point et je pense que ça, c'est une des choses sur lesquelles Apple va être précurseur et assez rapidement suivi par le reste de l'industrie. C'est que l'écran de cet iPad, de ces deux nouveaux iPad Pro, fonctionne non pas à 60 Hz comme la quasi-totalité des écrans d'appareils mobiles sur le marché, mais à 120 Hz, donc 2 fois plus. Et 120 Hz, très souvent on se demande à quoi ça sert d'avoir une fréquence plus élevée. Il y a plein de gens qui peuvent penser qu'ils ne verraient pas la différence. Il y en a déjà qui disent qu'ils ne voient pas la différence entre 30 et 60. Oui, c'est vrai. Mais en fait, quand on est face à ce genre d'écran, on se rend assez vite compte du gain de fluidité que ça a. Et ça se verra tout particulièrement, par exemple, quand on fera défiler une page. Ça c'est quelque chose que les appareils mobiles ont vraiment révolutionné, c'est cette espèce de sensation directe quand on pose son doigt sur l'écran tactile et qu'on voit la page suivre le doigt. Il y a vraiment un rapport charnel, le mot est un peu fort, mais entre la page web et tu as des rapports avec ta tablette très personnels. Le mouvement qu'on fait à l'écran. Quand on est en 60 Hz, on peut avoir un léger décalage entre le moment où, en tout cas un manque de fluidité entre le moment où on bouge son doigt et le moment où ça bouge à l'écran. Et là, normalement, ça devrait vraiment suivre d'encore plus près. Donc moins de latence finalement entre l'action de l'utilisateur et ce qui se passe à l'écran. Puis une très grande fluidité, quoi. Vraiment, une grande fluidité. Et puis ça va aussi être utile pour le stylet qu'on voit là, ici à l'écran, parce qu'on rappelle que les iPad Pro sont accompagnés d'un... Comment ils l'appellent? Je révise mon anti-sèche. Tu as marqué un stylet Fifou. J'ai pas le nom exact. Je ne crois pas que ce soit la marque, j'ai oublié son nom, mais voilà, un stylet qui permet donc de faire du dessin avec la sensibilité à la pression. Vu l'originalité des noms d'Apple, je dirais un iPen ou un Apple Stylus. Un Magic, ah oui, il y a toujours Magic chez Apple. Un Magic Stylus, un Magic Pen, je ne sais plus, qu'importe. C'est la baguette magique. Donc sensible au niveau de pression, je ne sais plus s'il est sensible ou non à l'inclinaison. Gagné. Et du coup, les 120 Hz, ça va vraiment servir aussi. Là, pour le coup, il y a vraiment besoin que quand on trace son trait à l'écran, on fait un tracé. Moi, je ne suis pas dessinateur, mais on fait un lancer de crayon sur son écran. Et c'est vraiment important que ça suive bien, qu'on pourra retrouver un petit peu les sensations du papier. Et le 120 Hz va permettre ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros apport de cet iPad Pro. Alors moi, ce qui m'étonne le plus finalement, c'est qu'ils n'aient pas trouvé un terme marketing bullshit pour annoncer leur 100 Hz. Ils ont bien annoncé le Retina pour la définition. Là, ils ont juste lancé du 120 Hz qu'on va certainement, comme tu l'as dit, retrouver sur toutes nos tablettes sorties en fin d'année ou en début d'année 2018 Android. Et j'espère sur les smartphones aussi. Et ça peut vraiment bénéficier aussi certainement sur les smartphones et pourquoi pas sur les prochains iPhone 8 d'ici la fin d'année. Donc ça c'est notre petite prédiction magique comme le nouveau stylet Fifou de l'iPad. Alors nous côté Android, qu'est-ce qu'on a en plus? C'est une très bonne question ça.
qu'on a de notre côté sur Android, ce qui se rapproche le plus finalement, c'est la Galaxy Tab Pro de Samsung, qui a des dimensions très grandes également, qui est très légère. Maintenant, elle n'a pas été renouvelée depuis un moment, si je dis pas de bêtises. On n'a pas de tablette aussi grande, mis à part ça. Enfin, c'est du 10, ou alors on monte sur des trucs géants du 18 pouces. Ils sont des plus trucs pour la entrée de gamme maison. aussi. Voilà, plus entrée de gamme. Donc là, j'ai envie de dire qu'on n'a pas il n'y a pas de concurrent réellement. Mais au final, j'ai envie de dire aussi que l'iPad, c'est certainement le marché sur lequel Apple a toujours dominé de loin et de très très loin, puisque même si au niveau des smartphones, par exemple, on arrive à un équilibre et Apple et iOS et Apple et Android, enfin iOS et Android ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients et se partagent le marché. Même s'il y a également un partage au niveau des tablettes, c'est clair que du côté d'Apple, il y a une nette dominance et quand on regarde les chiffres de vente, Apple est toujours... Il y a quand même une déception assez forte du côté de l'iPad et en particulier suite à cette WWDC et du coup un avantage qui reste côté tablette Android, c'est qu'on s'attendait, je sais pas si... On s'attendait en tout cas, on espérait que c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps côté iOS, la gestion multi-utilisateur, en particulier sur l'iPad, puisqu'un iPad c'est quand même... tout le monde n'a pas besoin chaque membre du foyer n'a pas besoin d'un iPad. C'est souvent un produit qui reste à la maison, qui permet de surfer sur Internet, éventuellement de regarder des vidéos au fond de son canapé chez soi. Et puis, Je crois que nous, on l'a depuis Ice Cream Sandwich. Mais voilà, c'est à ça que j'en viens. Donc, c'est un produit voilà, qu'on partage avec les différents membres de son foyer. Donc, on aimerait bien que chacun puisse avoir son profil YouTube, Facebook. Et puis, voilà, quand on passe sa tablette à l'autre, chacun a son profil. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas sur iPad et qu'on a effectivement du côté Android. Et du coup, chez Apple, la seule solution, c'est que chaque membre du foyer qui a vraiment besoin d'une tablette achète un iPad. Et sauf qu'au prix que ça coûte, c'est pas possible, donc du coup, c'est un peu gênant. Et ça, c'est génial, parce que du coup, j'aurai plus les recommandations YouTube de mon coloc quand j'irai sur ma tablette. Alors, on a une question très intéressante de la part de JB. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement sur le chat de Twitch ou sur les réseaux sociaux via le hashtag, l'inclinaison est bonne, TechPaf. Et donc, JB nous demande, est-ce que le 120 Hz impacte l'autonomie ? Bah, probablement. Après, à quel point, difficile à dire maintenant. Difficile à dire. Après, connaissant Apple, ils arrivent toujours à améliorer leurs produits tout en gardant une autonomie identique depuis plusieurs générations. Ensuite, on va passer, je pense que, puisque tu parlais du multi-utilisateur, on va passer directement sur iOS, qui est finalement ce qui nous intéresse le plus. Donc iOS 11 qui a été présenté par Apple lors de cette WWDC et qui a quelques nouveautés plus orientées justement pour les tablettes. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, donc on parlait de ces nouveaux iPad Pro. Ces nouveaux iPad Pro, il ne serait pas grand-chose justement sans... une grosse partie de leurs apports découle de cette nouvelle version d'iOS, donc version 11. Donc là, je m'aide de notre anti-sèche parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On le voit à l'écran, donc il y a un nouveau dock. En fait, vraiment, grosso modo, ce qui est commun vraiment à toutes ces nouveautés d'iOS sur iPad, c'est la gestion du multitâche et la productivité. Et donc là, on le voit à l'écran. Pour ça, on a du coup un nouveau dock qui permet de passer d'une application à l'autre plus facilement. On a aussi, qui rappelle celui de macOS. De macOS complètement. Là aussi, c'est aussi une autre tendance. C'est vraiment, on est encore loin d'une fusion des deux systèmes d'exploitation, mais par contre, il y a une convergence. Il y a une convergence, c'est une unification de l'interface. Donc on a ce dock qui permet de basculer d'une application active à l'autre plus facilement. On a. Est-ce que je peux rigoler là parce que on voit quand même à l'écran que Apple a gestionnaire de fichiers, effectivement, qui arrive enfin sur iOS. Mais ceci dit, pour le gestionnaire de fichiers, je nuancerais parce que iOS a été pensé pour fonctionner sans et ça marchait quand même plutôt pas mal sans. C'est-à-dire que il y avait cette espèce de module de partage, là, la fameuse icône carrée de laquelle sort une flèche, qui permettait quand même d'envoyer ces fichiers d'un espace à l'autre. Et puis ça répondait à cette volonté de simplicité d'Apple. Alors effectivement, Apple, ils sont, j'ose le dire, un peu chiants avec ça. Et ils vont souvent, c'est trop simple et parfois du coup ça en devient compliqué. De faire bouger des fichiers sur un appareil iOS, c'était un petit peu compliqué. Le problème, c'est que en fait, l'année dernière, ils sont arrivés avec un discours contradictoire dans le sens où ils ont
annoncé l'iPad Pro Ouais. en disant bon bah voilà, avec ça vous pouvez remplacer un ordinateur, vous pouvez bosser dessus, avoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Sauf qu'effectivement il y avait cette fameuse simplicité d'iOS qui fait que bah, c'est pas tenable parce que justement ça compliquait la tâche, alors qu'à la base c'était fait pour. Faut dire aussi que le système a été pensé à la base pour un écran de 3,5 pouces et a toujours gardé ce format identique, que ce soit pour les iPhones ou pour les iPads, là où justement Android a pris le tournant très rapidement avec Android 3.0 Necombe à la base qui se différenciait d'Android 2.4. Donc on avait une version pour les téléphones, une version pour les tablettes et qui finalement avec Android 4 ont fusionné pour donner deux interfaces différentes selon la dimension de l'écran. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que iOS pendant assez longtemps a été en retard sur Android et pendant plusieurs années, plusieurs mises à jour majeures a rattrapé son retard. Et ça, bah, du coup, ça bouge. Ça bouge aussi avec iOS 11. On avait par exemple comment on appelle ça, le panneau de contrôle voilà, qu'on ouvrait depuis le bas. On avait aussi le panneau des notifications que lui on ouvrait depuis le haut. Qui sur iPad était vraiment nul parce qu'ils étaient tout bêtement hérités de ce qui avait été fait sur iPhone et qui avait été copié d'Android. Et là, donc, ils l'ont enfin revu. Donc, le multitâche devient... on a maintenant toutes les icônes, peut-être qu'on pourra le revoir à l'image, toutes les applications qu'on voit sous forme de grille. On a ce comme dock. sur macOS, plutôt que de le présenter sous forme de page et de tout cacher. Avec un truc à la fois, alors que sur un iPad, on a vraiment la place d'afficher plein de choses. On a un grand écran, donc effectivement, c'était stupide. Et là, au moins, on a tout sous les yeux. C'est très pratique. Et d'ailleurs, j'espère que sous Android, ils repenseront un petit peu ça. D'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais vas-y, je te laisse continuer. Et oui, pour continuer donc, dans cette histoire de productivité et de multitâche, on l'a toujours à l'écran. Là, voilà, là, on revoit justement les vignettes du changeur d'application. Et on a surtout le glisser-déposer, enfin. Où là, effectivement, de nouveau, on rejoint un petit peu le fonctionnement de macOS ou d'un ordinateur, où on peut plus facilement, même sans passer par le nouveau navigateur de fichiers qui est enfin là, basculer un fichier d'une application à l'autre en la glissant. Donc là, très simple, on utilise le multifenêtrage, on affiche une fenêtre d'un côté, une fenêtre de l'autre, on prend une photo ou un morceau de texte ou n'importe quoi sur une fenêtre, on appuie, on glisse dans l'autre et ça copie-colle, coupe-colle. Bah, ça fait un glisser-déposer. Ça fait un glisser-déposer. Un drag and drop. Drag and drop, donc certainement copier-coller quand c'est des documents qui ne peuvent pas se couper. Ça, sur Android, c'est vrai que ça manque. En tout cas, Android de base, je sais que sur la Galaxy Tab Pro, justement, de Samsung, il est possible de récupérer des éléments et de les glisser, déposer très simplement. Sur Android, c'est encore très compliqué de faire des copier-coller. D'ailleurs, Google a promis d'améliorer ce système avec Android O. Donc Android O qui devrait sortir d'ici la fin de l'été. C'est pas génial sur iOS non plus d'ailleurs, la gestion du texte, copier-coller, etc. Non, c'est pas... Sur l'écran tactile, c'est encore un peu compliqué. Et d'ailleurs, c'est dommage puisque ça, ce glisser-déposer, ils l'ont permis sur iPad, mais c'est pas quelque chose qu'on verra sur les iPhones. En tout cas, pas aujourd'hui, pas avec iOS 11. Donc peut-être à l'avenir. Est-ce qu'il y a la place en même temps de faire des glissés-déposés? Pas sûr. C'est vrai que vous avez des petits écrans, vous. Hein. On n'a rien à compenser, nous. C'est ce qui arrive quand on n'a pas forcément la place. On en parle de ton iPhone 7 Plus? Non, c'est un 7 tout court. Ah oui. Donc non, pardon, c'est Julien qui a un iPhone 7 Plus. Donc un grand écran, je pense qu'on peut se permettre d'avoir le double fenêtrage, même si ça sert à 3 personnes. Parce que, autant dire que moi personnellement, j'ai un grand écran, j'ai la possibilité de faire du multi-fenêtrage. J'ai des choses à compenser apparemment, d'après la régie qui est mort de rire. Donc j'ai la possibilité de faire du multi-fenêtrage, mais en fait je le fais jamais parce qu'effectivement l'écran est trop petit finalement, même s'il fait plus de 5 pouces. Il reste trop petit pour réellement afficher assez d'informations utiles sur 2 fenêtres différentes. Je pense que un usage intéressant du multi-fenêtrage, c'est par exemple d'afficher une vidéo en haut de l'écran et puis par exemple de discuter en même temps avec quelqu'un. Mais bon, sur un smartphone, alors ça peut servir. Mais... Ça, ce qui va être intéressant, justement, c'est sur Android O, où on va avoir non pas du multifenêtrage, mais du picture-in-picture, qui va permettre d'avoir sa petite fenêtre de vidéo qu'on pourra placer où on veut sur l'écran et pouvoir continuer à discuter, etc.
plutôt pratique, notamment en pensant que YouTube ne permet pas de lire des vidéos tout en fermant l'application, ce qui parfois est un peu frustrant quand on l'utilise uniquement pour de la musique. Donc, on va continuer un petit peu sur iOS. Donc, on a parlé du dock, on a parlé du panneau de contrôle qui a été entièrement repensé, on a parlé du multifenêtrage et notamment du glisser-déposer, puisque le multifenêtrage, tu m'as dit que c'était pas nouveau. Alors il est amélioré, mais je ne sais pas exactement comment, dans le détail je ne sais plus. Il a été amélioré, je crois qu'on peut aller maintenant jusqu'à 4 choses en même temps à l'écran, justement en utilisant le picture-in-picture, les 2 fenêtres côte à côte, et puis je crois même qu'on peut en rajouter une 4e en surimpression temporairement juste pour aller chercher un truc. Donc il est amélioré, mais oui, effectivement, c'est pas une nouveauté. Vous avez également un gestionnaire de fichiers, bravo, enfin. Donc pour rappel, sur Android, il me semble que c'est déjà depuis les toutes premières versions qu'on peut utiliser des explorateurs tiers qu'on trouve sur le Google Play Store. Il y en a plein. ES Explorer est l'un des plus connus puisqu'il était très bien avant. Malheureusement, il a été gangréné par la pub depuis. Donc vous pourrez en retrouver d'autres direct sur notre sélection for Android. Il y a également un gestionnaire de fichiers intégré à Android. Et là, pour le coup, je te l'accorde, celui-ci est très mauvais puisqu'il faut aller le chercher au fin fond des paramètres et en plus il n'est pas pratique du tout, il ne permet d'accéder qu'à très peu de dossiers. Mais alors justement, ça pose une question, qu'est-ce que tu fais toi d'un navigateur de fichiers sur un smartphone Android? Alors moi, très régulièrement, puisque à chaque fois que je teste un téléphone, je suis obligé de copier-coller des fichiers. Mais en usage, en disons, tant qu'usage usage personnel, ça m'arrive par exemple d'aller cacher des photos que je veux pas que les gens voient. Par exemple, dans des dossiers. Donc sur iOS, tu as une fonction qui permet de cacher les photos. Mais tu en as aussi sur Android, suivant les surcouches, mais c'est toujours bien d'avoir ces fichiers à d'autres endroits où personne ne pourra les regarder parce que tu es le seul à l'avoir regardé. Sur Android, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on a la possibilité de modifier des fichiers système, ce que ne propose pas iOS qui est un petit peu plus fermé. Donc ça va être plus pour les bidouilleurs. Tu es gentil, très très fermé, ça on peut tous le reconnaître, je crois. Mais c'est du coup plus orienté vers les bidouilleurs qui vont mettre les mains dans le cambouis et donc dans le gestionnaire de fichiers, donc dans les fichiers. Qui a laissé son réveil sonner à 19h20. C'est l'heure de prendre tes cachets à la régie. Donc on va continuer un petit peu avec ces nouvelles fonctionnalités et notamment une fonctionnalité c'est un Tamagotchi, on dirait. C'est l'heure de le nourrir, qui m'a un petit peu surpris en tout cas. Plutôt, c'est la compression, le changement de compression photo-vidéo. Ouais. Et alors là, du coup, c'est quelque chose sur lequel Apple comble son retard sur l'univers Google, on peut le dire, puisque les codecs standards universels depuis la nuit des temps, c'est le JPEG pour la photo, qui est très très vieux, et très utilisé. Très utilisé certes. Et en vidéo, c'est le H264 qui est quand même un peu plus moderne. Mais du côté de Google, ils ne sont pas satisfaits. Ils pensent qu'on peut faire mieux en termes de compression. Et ils ont raison. Donc de leur côté, ils ont développé WebM pour les vidéos, pour la vidéo et WebP pour les pictures, pour les photos, qui sont un peu plus efficaces que le JPEG et que le H264. Donc ça, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'à qualité équivalente, avec autant d'artefacts sur sa vidéo ou sur sa photo, le fichier chez Google. Juste petite précision, WebM qui permet également de remplacer les GIFs. C'est vrai, ouais, effectivement. Également. Alors que les GIFs, c'est un très très vieux format, lui, pour le coup, qui est vite très lourd. C'est-à-dire qu'un GIF, ça peut pas faire plus de quelques secondes parce que sinon on dépasse 10 mégas et malgré tout, avec notre 4G, c'est un peu dommage. Ça pèse, le rapport poids-prestation, si j'ose dire, est vraiment pas bon. Donc chez Google, depuis quelques temps, ils poussent le WebP et le WebM, qui sont donc des codecs, disons, dernier cri, ultra modernes. Et chez Apple, ils le rendent, alors c'était, je crois, déjà intégré, mais en tout cas, c'était pas par défaut. Et là, ça devient le codec par défaut, le HEVC, qu'on appelle aussi un peu abusivement le H265, puisqu'il succède au H264. Et donc là, la promesse est la même, c'est-à-dire qu'à qualité égale, les fichiers pèseront moins lourd. Donc ce qui est intéressant, c'est que même si on a un iPhone 128 Go par exemple, on pourra mettre en 2 fois plus, parce que grosso modo l'HEVC est 2 fois plus efficace, on pourra mettre sur son téléphone 2 fois plus de vidéos et potentiellement 2 fois plus de photos aussi dans le même espace. Et ce qui est quand même très cool, puisque un iPhone, ça sert quand même, c'est l'appareil photo de base de la plupart des personnes aujourd'hui, enfin la plupart des possesseurs d'iPhone.
Donc c'est quand même cool. Et puis il y a aussi cette problématique non seulement de la mémoire dans son téléphone, mais aussi de la mémoire sur le cloud, puisque que ce soit chez Google ou chez, ou chez iOS, les photos sont synchronisées soit sur iCloud, soit sur Google Photos pour la plupart des gens. Et que là, pour le coup, on n'a pas autant d'espace que sur le téléphone, que cet espace est très vite payant, à partir de 15 Go chez Google. Enfin, non, parce qu'en plus, sur les photos chez Google, c'est illimité si on n'est pas trop gourmand sur la qualité. Alors, mais chez Apple, on est limité à 5 Go, c'est vraiment très peu, on est très vite à fond avec des photos d'iPhone. Et bah, du coup, là, on pourra en faire 2 fois plus, ou en tout cas payer moins cher pour pouvoir en stocker. Donc ça, c'est vrai que c'est un apport vraiment bienvenu, quoi. Après, chez Apple, il me semble que c'est quand même beaucoup plus intelligent que chez Google. Note-le, je crois que c'est la première fois que tu m'entendras dire ça. Et la dernière et peut-être la dernière. Mais puisque chez Google, en fait, c'est des formats qui sont propriétaires et difficiles à... Enfin, propriétaires. Ils sont ouverts. Ce sont eux qui les ont développés, mais n'importe qui peut les adopter. C'est ouvert, mais pas développé. Personne les utilise. Du coup, on se retrouve avec des WebP et des WebM. Moi, ça m'est arrivé d'enregistrer des photos, par exemple, sur le Google Play Store depuis mon navigateur pour pouvoir illustrer un article, de vouloir faire un montage, de les glisser dans Photoshop. Et Photoshop ne les prend pas en compte. Donc ce format WebP m'a embêté à multiples reprises jusqu'à ce que je comprenne comment les transférer facilement en JPEG. Et pareil pour le WebM qui s'adapte difficilement à nos outils du quotidien. Je t'invite à essayer de poster une vidéo ou une image en WebP ou en WebM sur Twitter ou sur Facebook et tu verras le résultat. Et par contre, Apple l'a pensé différemment. Alors à l'inverse, effectivement, le HEVC, lui, était vraiment un standard industriel. C'est même je ne sais pas quel est le bon terme, mais une norme. C'est-à-dire que c'est vraiment le codec de base moderne, dernier cri pour la vidéo. Le HEIC, donc High Efficiency Image Format, qui est directement dérivé du HEVC. Du coup, lui aussi, à mon avis, il est décodable. Et encodable avec un décodeur HEVC. Ce qui est intéressant surtout, c'est que Apple encode et décode en fonction des besoins. Et si on veut partager une photo ou une vidéo qui est encodée en HEVC ou en HEIC sur son iPhone, si on le partage à quelqu'un qui a un terminal compatible, ça va l'envoyer tel quel. Si on l'envoie à quelqu'un ou dans une application qui n'est pas compatible... Vers Facebook par exemple, ce sera transcodé en JPEG ou en H264 avant l'envoi. Et donc ça, c'est beaucoup plus intelligent que ce qu'a fait Google avec son format qu'il essaye d'imposer sans forcément penser à ceux qui n'ont pas envie d'y passer. Mais ce que j'allais dire là-dessus, c'est que c'est toujours le même problème qu'on a avec Apple, c'est que oui, c'est moderne, oui, c'est précurseur, mais le problème, c'est qu'ils sont un peu trop en avance, encore une fois. Et comme tu le disais, dans la plupart des cas aujourd'hui, il va falloir qu'ils transcodent avant de le mettre en ligne sur quelque chose. Ça va prendre un peu de temps, prendre un peu d'énergie. Donc c'est bien, mais ils vont, pareil, encore une fois, un peu tirer l'industrie comme ils l'ont fait avec Flash et puis le passage au HTML5, ils vont un petit peu forcer la main. Mais voilà, c'est quand même en forçant la main, c'est-à-dire que dans un premier temps, ça risque de poser quelques soucis quand même. C'est comme ça sur beaucoup de technologies. On l'a vu effectivement avec Flash HTML5, avec un passage un petit peu houleux. USB Type C, j'allais le mentionner également. Voilà, même le passage du connecteur 30 pins au connecteur Lightning sur l'iPhone a fait beaucoup crisser des dents. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui aimerait retourner à l'ancien connecteur. Vu la praticité du connecteur Lightning d'Apple. On va essayer de continuer et de conclure, en tout cas sur la partie iOS. On a également un mode Do Not Disturb quand on lance le mode de conduite. Donc ça permet de couper toutes les notifications et d'envoyer automatiquement un message aux gens qui essayent de nous appeler en disant ah bah désolé je suis au volant, je peux pas répondre. Mode qu'on peut au passage désactiver, c'est pas bien, n'essayez pas de conduire au volant. Et qui s'active automatiquement. De conduire au volant, non, c'est éviter. Prenez plutôt les transports en commun, c'est mieux. Vous m'avez compris. Et qui surtout s'active également automatiquement quand on connecte le téléphone à une voiture Bluetooth. Enfin, en Bluetooth à la voiture. Et là aussi, Google a un petit avantage, c'est que Google aussi a un petit peu cette fonction de Not Disturb quand on utilise Android Auto, soit directement sur l'écran de sa voiture, soit en utilisant Android Auto directement sur l'écran de son smartphone. L'avantage quand même chez Google, et je ne sais pas si ce sera aussi bien fait sur iOS 11, c'est que Google propose, il y a quand même un bandeau de notifications qui prévient qu'on a par exemple
un SMS ou même un message dans une autre application. Moi, ça m'arrive avec Facebook Messenger, par exemple, quand j'utilise Android Auto dans ma voiture. On a quand même le bandeau qui prévient, et puis avec des gros caractères, donc on n'a pas besoin de plisser les yeux en conduisant pour voir ce qui se passe. Il y a la voix, si on a bien mis son smartphone en mode Bluetooth sur la voiture, il y a le Google machin, la voix de Google voilà, le TTS qui va... Voilà, qui dit ce qui vient d'arriver. Et on a quand même deux gros boutons, pareil, sur lesquels il est hyper facile d'appuyer sans avoir à viser et à se déconcentrer sur la conduite, qui permet de déclencher la synthèse vocale et donc d'avoir la lecture à haute voix du message Messenger, par exemple, qui vient d'arriver. Et toujours d'une merveilleuse fluidité. Emoji clin d'œil, emoji clin d'œil, emoji cœur. Moi, j'arrive moi, je fais partie de ceux qui osent parler tout seul dans leur voiture à une machine. Dans ta voiture, ça va, tu prends pas trop de risques. Et partout. Et ça marche vraiment pas mal. On peut avoir un échange très basique pour, je sais pas, raconter à sa compagne qu'on est sur le chemin du retour. Est-ce que tu veux que j'achète le pain? Ça, c'est faisable de vive voix. Entièrement à la voix avec Google. Non, là je me moquais surtout du retour de la lecture quand on c'est un peu robotique, mais c'est quand même nous envoie compréhensible. Pas mal d'émojis, etc. Mais c'était juste une petite blague incartade dans ton discours. On va conclure, je pense, là-dessus sur les nouveautés apportées par iOS, à moins que tu aies quelque chose. Non, ça va. Et on va passer très rapidement sur WatchOS 4, donc petite nouveauté dédiée aux montres connectées. Alors là, on n'a pas grand-chose, on a des nouveaux cadrans Toy Story, vers l'infini et au-delà. On a de meilleurs conseils sportifs, mais faudrait les essayer pour savoir réellement, apparemment, meilleur coach dans les applications de suivi sportif. C'est vraiment des mises à jour incrémentales qui permettent par exemple d'enchaîner plusieurs activités différentes dans une seule et même session, donc pour avoir un score total à la fin de sa session, mais ça n'a pas révolutionné la manière dont on fait du sport avec sa montre Apple. Voilà. De ce point de vue-là. Donc là, on ne peut pas réellement parler de grosses différences par rapport à Android Wear ou même les autres systèmes, notamment je pense au Gear de Samsung qui, de mon avis personnel, est plus évolué que Android Wear. Et on a sur WatchOS 4 des nouvelles cartes plus intelligentes, si j'ai bien suivi. C'est ça c'est vraiment la nouveauté la plus intéressante de WatchOS 4. C'est donc en plus des cadrans Toy Story, et tu as oublié le superbe cadran Kaléidoscope. Pardon. Qui fait une jolie chose, un peu psychédélique. On a donc un nouveau cadran qui s'appelle cadran Siri, justement, et qui, là encore, quand on parle des différences, de ce qui manque chez Google, etc., et Apple, là c'était un manque sur la montre connectée d'Apple, c'est d'avoir quelque chose d'intelligent qui affiche, en fonction du contexte, les choses les plus pertinentes, comme Google Now côté Android. Et donc c'est un écran sur lequel on aura tout un lot de petites cartes, donc de nouveau encore comme chez Android. Et par exemple le matin, ça affichera automatiquement le temps de trajet, la météo par exemple, pour savoir comment il faut s'habiller. Puis la carte suivante... Parce que ça le faisait pas encore en fait. La météo, on peut la voir, on pouvait la voir sur un cadran, mais... Fallait la demander. Fallait pas la demander, parce que si tu peux avoir la température et puis s'il y a du soleil ou pas sur ton cadran, mais c'est soit tu choisissais d'avoir la météo sur ce cadran et tu l'avais, soit tu ne l'avais pas demandé et du coup, il fallait faire une configuration compliquée. Là, ce sera proactif, c'est-à-dire que voilà, c'est le matin, je viens de me sortir du lit, donc le cadran Siri sait que je vais devoir choisir ma tenue pour la journée, donc il m'affichera une petite carte avec la météo. D'un petit coup sur sur la couronne, je ne sais plus comment on appelle ça, couronne numérique, je pourrais passer à la carte suivante qui me dira qu'il y a tant de trafic jusqu'à mon bureau ou avec les transports en commun. Et puis le soir, quand je rentrerai chez moi, ça me proposera avec HomeKit par exemple d'automatiser l'ouverture des volets, l'allumage de l'éclairage, etc. Donc ça, voilà, c'est une petite innovation, mais c'est la principale. Voilà, donc sur WatchOS 4. l'exploit pour Apple, c'est d'avoir réussi à atteindre le niveau d'Android Wear. C'est pas gagné, parce que déjà Android Wear, Ceci dit, est-ce qu'on a ça sur Android Wear? Parce que là, moi, je le compare vraiment à Google Now, qui est sur l'écran de gauche. On a toutes les cartes Google. On a toutes les cartes Google Now en fait qui sont affichées sur Android Wear sur un simple slide. Donc c'est très simple d'utilisation pour avoir ce genre de choses, ce genre d'informations. On n'a peut-être pas forcément envie d'avoir aussi comme ça à son poignet, mais ça c'était un avis personnel qu'on abordera peut-être dans une autre émission dédiée au smartwatch parce que le marché est mort et qu'il y a peut-être quelque chose à discuter sur le fait que ça pourrait être meilleur, mais on verra. Donc
Voilà pour WatchOS. Je pense que la véritable information qu'il y avait à retirer de cette WWDC, c'est qu'il y a quand même une volonté d'Apple d'aller vers une uniformisation, comme on l'a dit tout à l'heure, de ces systèmes, avec un iOS qui ressemble de plus en plus à macOS et qui laisse espérer qu'un jour, on pourra avoir un seul et même système sur tous nos appareils, que ce soit sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, quel que soit l'appareil qu'on utilise, retrouver le même écosystème de façon très simple. Et ça, donc là, on le perçoit un petit peu avec Apple, et c'est également ce qu'on devrait avoir prochainement avec Google qui nous prépare, plus Andromeda, parce qu'apparemment le projet a été tué dans l'œuf, mais Fuchsia, un système qui devrait justement tourner aussi bien sur une montre connectée, sur un frigo, sur un ordinateur, sur une tablette ou un smartphone, et qui devrait donc permettre d'unifier un petit peu tout ce bordel, parce que on a du mal à s'y retrouver. Mais ça, je vous promets, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, on en fera une émission dédiée, et pour le moment, par contre, ce qu'on a vu, c'est pas très flatteur. Donc, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur cette WWDC? Non, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Vu qu'on n'a plus de questions apparemment qui s'affichent sur mon écran, je vous propose de passer une très bonne soirée, de se quitter là, et je vous dis à bientôt. Ciao. Des bisous.